Salut à tous et merci de me rejoindre. Je vais reparler de checklist. Alors non, vous inquiétez pas, partez pas en courant pour ceux qui n'ont pas aimé la dernière émission. Quand je dis reparler de checklist, c'est parce que donc la dernière fois, je vous ai montré quelques parties de ma checklist, je vous ai expliqué pourquoi c'était super important, etc. Et j'ai eu des commentaires que je comprends totalement, qui disaient « c'est compliqué, ça demande énormément de temps en fait pour faire ce type d'analyse, etc. » Et puis en gros, c'est pas pour moi. Et je trouve ça très dommage, parce que je pense que c'est pour tout le monde, déjà, d'avoir certains critères, mais surtout qu'il faut rester simple. Et donc même si ça ne vous a pas plu d'entendre parler de checklist, même si vous dites « c'est pas pour moi, je ne veux pas me retrouver à cocher des cases, je ne suis pas analyste financier, c'est pas mon métier, je ne veux pas passer X heures par semaine à faire ça », je vais essayer de vous convaincre dans cette émission que oui, c'est quand même pour vous, même si vous passez très peu de temps à analyser une société, et que oui, c'est quand même possible. En fait, ce que j'applique à chaque fois que j'ai quelque chose de trop compliqué, et surtout quand il faut que je prenne une décision sur quelque chose de trop compliqué, c'est la fameuse maxime de Charlie Munger qui est invert, always invert. Donc il faut toujours inverser le problème. Et donc en appliquant ce concept-là, ce que j'aimerais, c'est convaincre certains d'entre vous, donc il faut avoir des critères minimums, et quitte à avoir des critères minimums, autant les prendre pour limiter le risque. Si vous devez avoir même 2, 3, 4 critères, autant que ce soit pour limiter les risques. Après, pourquoi vous achetez, la performance et tout, ça peut être parce que voilà, vous aimez le produit, je sais pas, vous êtes convaincu par le manager et tout, chacun son truc. Mais si vous devez avoir juste quelques critères et prendre, 5 minutes avant de faire un achat pour vérifier que ces critères sont bien respectés, je dirais qu'il faudrait des critères de risque. Alors comment ça marche, cette maxime, comme quoi il faut toujours inverser ? Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous êtes étudiant et que vous ne savez pas quel métier faire parce qu'il y a une liste de métiers qui est quasi infinie, si vous vous posez la question à l'inverse, quels sont les métiers que je ne veux pas faire ? Ça va être peut-être je ne veux pas être fonctionnaire, je ne veux pas être en face de clients, je ne veux pas être dans tel secteur, etc., etc. Et je pense qu'en 5, 10 minutes, vous allez balayer 80% des métiers. Quand je dis balayer, c'est enlever, éliminer 80% des métiers. Et donc, ça va être beaucoup plus facile ensuite de choisir parmi les 20% des métiers qui restent. Je ne sais pas, vous n'aimez pas les chiffres, par exemple, vous n'aimez pas les lettres, vous n'aimez pas parler en public, etc. C'est beaucoup plus facile de trouver ce qu'on n'aime pas que de trouver ce qu'on aime. Donc, voilà, c'est un peu ce type d'approche de dire on inverse le problème et puis ensuite, on essaie de le résoudre. Donc, plutôt que de trouver les entreprises qui vont le mieux performer, ce qui est quand même, il faut l'avouer, hyper dur, ce qu'on peut faire, c'est se dire quelles sont celles qui vont se planter, qui vont vraiment avoir des mauvais résultats et inverser le problème au point qu'on se dit comment je ferais si je devais trouver la prochaine entreprise qui va se planter, la prochaine boîte qui fait faillite. Quels seraient les critères que j'utiliserais ? Et pour ça, je ne vais pas être très original. Je peux prendre, par exemple, un des symboles, un symbole malheureux, des entreprises qui ont eu des performances vraiment terribles au cours des dernières années, c'est Atos. Atos aussi parce que c'était une ancienne entreprise du CAC 40. Donc voilà, elle a quand même fait partie un peu des fleurons français. Mais bon, c'est pas, voilà, j'ai rien contre Atos. Malheureusement, ça me fait toujours plus de peine qu'autre chose de voir des boîtes comme ça qui se cassent la figure. Alors je crois que si je devais prendre comme critère le critère principal d'une entreprise qui va s'effondrer, je prendrais bien sûr une boîte qui perd de l'argent. Ça paraît évident, mais donc je vais aller dans l'onglet finance là sur Zone Bourse pour partir du compte de résultats. Je crois que la première chose que je ferais, c'est chercher une boîte qui perd de l'argent. Alors soit qui perd de l'argent au niveau du résultat net, comme ici Atos qui a perdu 1 milliard donc en 2022. Encore mieux, ce n'est pas le cas ici, mais encore mieux une entreprise qui perd de l'argent déjà au niveau du résultat d'exploitation. Donc là, c'est vraiment compliqué parce que ce serait vraiment le business model lui-même qui serait en cause. Donc ici, ce n'est pas le cas. On a une marge d'exploitation qui est très faible, mais qui est quand même existante. On a donc un résultat net qui est négatif. Ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a un free cash flow qui lui aussi est négatif. Parce que vous savez, on pourrait avoir un résultat comptable qui serait lui négatif, et puis, on pourrait avoir un free cash flow qui serait positif. Par exemple, si l'entreprise, je ne sais pas, elle a fait des très gros investissements les années précédentes, du point de vue comptable, dans le compte de résultat, on sera encore en train d'amortir ces grosses dépenses. En fait, elles seraient encore amorties, d'où un résultat négatif, alors qu'en fait, au niveau du cash flow, la dépense a été faite, donc elle est derrière du point de vue de trésorerie, et aujourd'hui, le cash rentre. Donc, ça pourrait typiquement être ça, donc dû à des gros investissements passés, mais ça pourrait être dû à des grosses provisions qui ont été prises cette année-là, mais qui fait que le cash flow reste encore positif
Donc ici, on serait plutôt sur une entreprise qui serait prudente, en fait, une entreprise qui a préféré prendre des potentielles pertes du point de vue comptable, mais qui continue à engranger du cash flow, donc ce serait moins grave. Donc on n'est pas au niveau ici où on a déjà un résultat d'exploitation qui est négatif, mais on a un résultat net free cash flow négatif. Donc ça, pour moi, ce serait mon premier critère pour trouver une boîte qui ne marche pas, ce serait une boîte non rentable. En fait, non rentable et cash flow négatif. Ensuite, pour trouver une entreprise qui fait faillite, évidemment, j'irai voir du côté de l'endettement. L'endettement, il y a deux manières de le voir. Il y a la dette nette comparée aux capitaux propres. Donc là, on n'est pas loin d'avoir des capitaux propres négatifs sur Atos. Et puis l'autre chose que je regarderai, c'est le côté dette sur EBITDA. C'est-à-dire en combien d'années l'EBITDA permettrait de rembourser la dette. On n'est pas encore sur des niveaux catastrophiques chez Atos. C'est au-dessus de 3 que ça commence à être compliqué. Ici, on est encore un peu en dessous de 3. Mais si on regarde vraiment le leverage, c'est-à-dire la part des dettes par rapport aux capitaux propres, là, ça commence à être vraiment problématique. Donc, vraiment, si je devais avoir deux critères pour limiter la cata avant de choisir n'importe quelle boîte ensuite dans le monde, ce serait est-ce que la boîte est rentable ? Est-ce qu'elle a des cash flows positifs ? Et je les mets ça dans la même équipe, si vous voulez. Ça, c'est le côté rentabilité, soit comptable, soit en termes de trésorerie. Et puis de l'autre côté, ce serait le poids de la dette en termes de remboursement et par rapport aux capitaux propres. Après, il y a pas mal de choses qui peuvent se rajouter. On pourrait choisir, par exemple, de regarder la croissance et se dire une boîte comme Atos qui a un chiffre d'affaires qui a tendance à plutôt baisser, alors je vais prendre à long terme, qui a tendance à plutôt baisser vu qu'on était il y a quelques années encore à 12 milliards de chiffre d'affaires et puis maintenant on est plutôt autour de 11 milliards, sachant que globalement on est quand même dans un secteur qui n'est pas amené à baisser, même si eux, c'était l'infogérance qui est en train de s'effondrer. Ils ont quand même d'autres parties du groupe qui est censé amener de la croissance, donc c'est quand même un problème s'il n'y en a pas. Déjà là, on est vraiment sur le minimum de critères qui vous permet d'être pas sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais d'éviter qu'une boîte fasse faillite. Et après, si vous fouillez un petit peu, surtout en prenant une boîte comme ça qui a pas été très bien gérée, vous pouvez voir des petits trucs un peu bizarres qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Par exemple, là au niveau du CAPEX, alors le CAPEX, donc c'est Capital Expenditure, ce sont les investissements, c'est pas bon s'ils sont trop hauts. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, c'est qu'en fait ça dépend vraiment du secteur. Il y a des secteurs qui nécessitent énormément d'investissement au fil de l'eau, donc s'ils commencent à ne plus investir, c'est vraiment mauvais. Alors là, on est sur des niveaux de CAPEX qui sont très corrects, donc on peut appeler ça encore du CAPEX light, donc c'est des boîtes qui nécessitent peu d'investissement, mais on voit quand même que Atos, avant que ça aille mal, dépensait 3,8% de son chiffre d'affaires en investissement, puis c'est passé à 2,8, ensuite on est passé à 2,5, ensuite à 2,21, et ce qui est prévu par les analystes, c'est que ça reste comme ça pour finalement remonter, se stabiliser à 2,5. Honnêtement, ils n'en savent rien, d'accord ? Qu'on soit bien d'accord, les analystes financiers qui prévoient ça n'ont aucune idée de la manière dont le cash de l'entreprise va être dépensé. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même perdu énormément d'investissement. Et forcément, quand une entreprise va mal, elle va moins investir dans son futur et ça rend la recovery, ça rend le futur beaucoup plus compliqué à construire. Évidemment, ici, je fais vraiment le service minimum parce que le but, c'est de convaincre ceux qui n'ont pas de checklist d'avoir au minimum un certain nombre de critères. Je n'en ai pas parlé, mais ça peut être aussi un critère intéressant, c'est la capitalisation boursière. Si je reste vraiment dans le thème, allez, on cherche des critères pour éviter qu'une boîte tombe à zéro, qu'une boîte ne fasse faillite. Alors c'est sûr que plus une entreprise est grosse, plus elle a une chance de ne pas faire faillite, et plus une entreprise est petite, plus elle est fragile. Elle est fragile au niveau du financement, elle est fragile au niveau du recrutement, au niveau des clients, elle a souvent une base de clients plus faible, un nombre de produits plus faible, etc. Puis vous voyez, plus on discute, plus on se rend compte que finalement, on retombe sur les critères classiques. On a parlé déjà, donc bien sûr, de rentabilité, d'endettement, on a parlé d'investissement un petit peu, on a parlé de croissance, mais là je commence à rentrer dans des choses un petit peu plus un petit peu moins quantitatives en fait quand je parle de recrutement, etc. L'exemple d'Atos, il est
il est assez emblématique dans le sens où c'est une entreprise qui est dans l'informatique au sens large. Donc aujourd'hui, les informaticiens, ils ont le choix. Ils ont le choix de rentrer chez Google, Alphabet ou bien chez Atos ou des petites boîtes. Quitte à bosser dans une boîte qui est plutôt petite, autant aller dans une boîte qui a de grosses perspectives de croissance, etc. Donc on voit que c'est quand même compliqué quand on est Atos de continuer à déjà garder ses employés et puis ensuite à les... à motiver des nouveaux, et puis pas que des nouveaux, les meilleurs, hein, parce que c'est ça qu'on veut dans une entreprise, c'est recruter les meilleurs. Comment on recrute les meilleurs développeurs quand on a une entreprise qui est en train comme ça, qui est un peu en chute libre? C'est compliqué. Après, vous pouvez creuser encore, aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire chercher mettre comme critère, si vous voulez que l'entreprise s'effondre, en fait, on est vraiment dans le côté, on inverse. Hein. Vous pouvez chercher des critères peut-être sur la valorisation en se disant, mais c'est compliqué si vous avez déjà une entreprise qui n'est pas rentable. Hein. Mais si c'était une entreprise qui est faiblement rentable, vous pourriez vous dire, si je veux la vendre à découvert ou si je veux vraiment parier que ça se passe mal, en tout cas en termes de cours de bourse, je vais chercher les valorisations les plus élevées. Mais honnêtement, si on est purement sur les risques, éliminez déjà les boîtes non rentables, donc la valorisation n'a plus aucun sens, et déjà vous allez être pas mal. On voit un autre critère qui pourrait être utilisé, ici on a le nombre de titres, on voit qu'on a le nombre de titres chez Atos qui a tendance globalement à augmenter. Alors c'est pas une tendance monstrueuse, mais quand même, on est passé de 106 millions de titres à 110 millions, ça veut dire qu'il y a un petit effet dilutif pour les actionnaires. Ici, il n'y a rien de dramatique, mais c'est vrai qu'on préfère quand même les entreprises dont le nombre de titres va se réduire, qui sont plutôt en train de faire des rachats d'actions, etc., plutôt que d'avoir des entreprises soit qui font des augmentations de capital. Alors, si elles font des augmentations de capital, il faut que ce soit pour la bonne cause, il faut que ce soit pour racheter un concurrent, par exemple. Si elles font des augmentations de capital pour se financer parce qu'elles sont en train de se vider de leur cash, comme le fait Atos avec son free cash flow négatif, ou bien si elles le font pour payer son management en stock option ou en stock tout court, là c'est vrai que c'est un peu plus problématique. Pour ceux qui sont adeptes des dividendes, un bon moyen de spotter une entreprise qui va pas bien et qui va peut-être couper son dividende, c'est, bon déjà évidemment, si on est sur des cash flows négatifs, ça veut dire qu'elle va être obligée de couper ses dividendes, ce qu'a fait déjà évidemment Atos, ils ne peuvent plus se permettre de payer un dividende. Et ce qu'on peut regarder aussi, alors voilà, Atos c'est pas le bon exemple puisqu'il est... puisqu'il ne paye plus de dividendes, mais c'est ce qu'on appelle le payout ratio, c'est-à-dire voilà, la part du bénéfice qui est affectée au dividende. Certaines fois, l'entreprise se bat tellement pour garder son dividende qu'elle va le maintenir alors que ses résultats sont en chute libre et que ses résultats ne permettent plus de payer le dividende. Il y en a même qui vont s'endetter pour permettre de continuer un paiement de dividende. Il y en a qui vont même vendre des actifs pour... voilà, tout ça, c'est vraiment des gros drapeaux rouges. On pourrait rajouter plein de critères à ça. On pourrait parler du management en disant il faudrait que le management change très souvent pour que l'entreprise... c'est exactement ce qui se passe sur Atos. Plus personne veut diriger cette boîte, etc. Donc, on voit que la liste est longue. Et évidemment, après, pour passer à de vrais critères d'investissement, il faut inverser tout ça. Donc, on va chercher une entreprise qui est rentable, qui a des cash flows positifs, qui a une croissance stable ou positive, qui a un management qui est en place depuis très longtemps, qui a un nombre de titres qui va rester stable ou bien se réduire. Donc on voit que voilà. Mais à nouveau, si je reste, je ne veux pas repartir dans une checklist complète. Si on veut rester sur du vraiment limitation des risques avec 2-3 critères qui sont vraiment basiques, boîte rentable, free cash flow positif, un ratio dette sur EBITDA en dessous de 3, et puis voilà, quelques ratios comme ça, et puis une croissance minimale, on va dire, qui est à peu près au niveau de l'économie du pays ou de l'économie mondiale, ou idéalement bien sûr au-dessus, etc. Mais là, on reste vraiment sur des critères minimum. Là, déjà, vous allez être pas mal protégé. Donc voilà déjà pour cette deuxième vidéo sur la partie checklist, mais qui était vraiment pour vous convaincre ceux qui n'ont pas encore eu le réflexe d'avoir comme ça des critères un peu gravés dans le marbre, des critères minimums avant d'investir dans une société. Passer par ce système d'inverser quelles sont les boîtes que je veux pas, et déjà vous allez virer une grande partie de la cote boursière rien qu'en appliquant ces critères-là. Donc si on veut appliquer ça ensuite de manière facile, on peut utiliser un stock screener pour ceux qui ont la possibilité de l'utiliser. Donc on démarre avec 866 sociétés, et si je vais rester vraiment sur du basique, hein. Je prends une capitalisation minimum, disons à 1 milliard. Là on est uniquement sur la France. Donc rien que sur la capitalisation, je suis passé de 800 à 135 sociétés. Ensuite, je vais enlever les 30% plus faibles
en termes de croissance de revenus, croissance de bénéfices, profitabilité et situation financière. Donc, je ne touche pas au reste, je ne touche pas au PER, aux révisions de bénéfices, etc. Je ne touche pas du tout à tout ça. Et je suis passé à 42 sociétés. Donc, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai purement éliminé des sociétés. J'en avais 800. Je me dis, mais comment passer de 800 à un univers plus réduit pour commencer à bosser, à faire une analyse ou juste, voilà. C'est très simple. J'ai juste éliminé des boîtes. Et c'est beaucoup plus simple d'éliminer en inversant le problème, beaucoup plus simple de virer comme ça des sociétés. On se retrouve avec 42 et maintenant, je passe en mode inverse, si vous voulez. C'est que sur les 42, je vais me dire quelles sont celles qui vont le mieux performer. Alors bien sûr, c'est toujours un petit peu plus simple en utilisant un stock screener, mais vous pouvez tout à fait le faire. Alors ça va vous prendre beaucoup plus de temps, mais vous pouvez tout à fait le faire. À chaque fois que vous allez voir une société qui vous plaît, vous voyez téléperformance, vous pouvez regarder vite fait, résultat net, oui, il est bien positif. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Les free cash flow, oui, les free cash flow sont positifs. Attendez, je vais au bon endroit. Donc voilà, là, on coche déjà pas mal de choses. Après, on va regarder les dettes, puis on voit, oui, en termes de dettes, on passe le critère, etc. Et puis, en quoi? Allez, 30 secondes, montre en main, on voit qu'on a passé le minimum des critères. Et ensuite, voilà, capitalisation 6 milliards, donc on a passé le critère, etc. Donc, c'est un peu plus long, si vous voulez, mais sachant que vous n'allez pas faire ça le boulot sur les 800 boîtes, vous allez plutôt prendre les plus grosses. C'est un autre moyen, comme ça, en éliminant celles que vous ne voulez pas, de gagner énormément de temps. Donc, j'en profite pour repasser le message sur les abonnements Zone Bourse pour les personnes qui suivent cette chaîne, donc qui sont en promo, 25% de promo. Vous pouvez suivre le code qui est sous cette vidéo, qui est qui est clairement sous cette vidéo. Suivez bien ce code. Donc voilà, utilisez ce lien. Si vous allez directement sur le site Zone Bourse, vous n'aurez pas la promo. Et puis, comme je suis sur la partie pub, je rappelle que j'avais parlé la dernière fois d'une masterclass que je vais faire à Lyon le 2 décembre. Donc ça s'est déjà bien rempli. Il n'y a plus que 2 places disponibles. Mais voilà, je fais ma petite pub de ce côté-là. Je ne vais pas en reparler en détail. Je remets un lien aussi dessous qui explique ce qu'on va faire pendant cette journée basée sur l'analyse financière, la gestion de portefeuille. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est à Lyon le 2 décembre c'est tout un samedi complet, plus aller boire un petit verre le soir. Donc voilà, pour les passionnés de bourse, d'analyse et de gestion de portefeuille, ça va être sympa. Donc voilà pour la vidéo du jour. Vous pouvez mettre en commentaire à nouveau les critères que vous utilisez ou pour ceux qui sont toujours pas convaincus qu'il faut utiliser. Alors le mot checklist il est pas bien, mais disons vraiment des critères basiques, voilà, des critères pour éviter des boîtes qui se retrouvent dans la situation d'Atos. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Voilà, merci à tous et puis à bientôt.